Et on reprend dans un deuxième temps sur les principes comptables édictés par le Code de commerce et le PCG. On en dénombre 9. Le premier, qui est le principe d'indépendance des exercices, ou qu'on appelle aussi le principe de spécialisation des exercices. Puis le principe de permanence des méthodes, le principe des coûts historiques, le principe de non-compensation, le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture, le principe de prudence, le principe de continuité d'exploitation, le principe de prééminence de la réalité économique sur la réalité juridique ou de prééminence du fond sur la forme, et enfin le principe de l'importance relative. Et on attaque avec le principe d'indépendance des exercices. Ce principe est un principe selon lequel le compte de résultat doit présenter les charges et produits qui se rattachent à l'exercice comptable exclusivement. On l'appelle aussi le principe de spécialisation des exercices. Et donc, en fait, selon le découpage comptable, on parlera toujours d'une période et donc d'un exercice comptable durant lequel il faudra intégrer toutes les charges et tous les produits qui le concernent, même si ces dernières ne sont pas encore arrivées. On utilise donc les opérations de régularisation, les charges constatées d'avance, les produits constatés d'avance, les charges à payer et les produits à recevoir pour nous permettre justement de respecter ce principe. Ici, on voit bien la période de l'exercice N, dans lequel on peut avoir des charges ou des produits qui ont été enregistrés qui ne concernent pas l'exercice, qu'il faudra donc exclure, qu'on exclura grâce aux charges constatées d'avance et aux produits constatés d'avance. À l'inverse, on peut avoir des charges et des produits qui n'ont pas été enregistrés durant l'exercice, qui concernent l'exercice N, mais qui n'arriveront que durant l'exercice N plus 1. Ainsi, il faudra les injecter grâce aux charges à payer et produits à recevoir pour qu'ils soient intégrés au résultat de l'exercice N. Et donc, on respecte comme ça le principe d'indépendance des exercices, qui est un principe très important pour la comptabilisation des charges et des produits. Le deuxième principe est le principe de permanence des méthodes. La comptabilité française offre de nombreuses options quant aux méthodes de comptabilisation de certains éléments particuliers. Ainsi, l'entreprise devra tenir son choix et ne pourra pas modifier une option comptable qu'elle aurait choisie dans le futur. Il y a un seul cas où le normalisateur permet de modifier une méthode comptable à partir du moment où elle répond aux deux conditions suivantes. S'il y a un changement exceptionnel intervenu dans la situation de l'entité ou dans son contexte économique, et que le changement de méthode permet de fournir une meilleure information financière compte tenu des évolutions intervenues. Ainsi, si on respecte ces deux conditions, on pourra changer de méthode comptable et il faut bien retenir cela, puisque au niveau de l'UE10, on attend que vous soyez capable d'identifier ces situations-là. On retient aussi que lorsque l'on fait une modification de méthode comptable, eh bien, il faudra apporter en annexe toutes les informations qui vont permettre de mesurer l'impact sur la comparabilité entre les exercices comptables. Troisième principe, le principe des coûts historiques. Ce principe impose qu'un élément d'actif est enregistré à sa valeur nominale, sa valeur d'entrée, donc à son coût d'acquisition, et que cette valeur d'entrée ne pourra pas évoluer dans le temps, puisque la conséquence de ce principe, c'est bien sûr que les éléments sont affichés à leur valeur d'acquisition. Ainsi, dans le bilan, vous avez trois colonnes. Une colonne qui présente la valeur brute, une colonne qui présente le cumul des amortissements, dépréciations, et une colonne qui présente la valeur nette comptable. Ce principe fait que chaque élément d'actif sera présenté dans sa colonne brute en valeur donc d'acquisition, la valeur initiale lors de l'achat. On verra au cours du programme une exception à cette règle qui est notamment la réévaluation libre et la possibilité de réévaluer à la hausse un élément et donc de modifier sa valeur brute.
Quatrième principe, le principe de non-compensation. Ce principe impose que les éléments d'actifs et de passifs doivent être évalués de façon distincte. Ainsi, on ne pourra pas compenser un actif avec un passif. On aura la même règle pour les charges et les produits et on devra à chaque fois les enregistrer distinctement. Cette situation va exister lorsque, par exemple, une société va avoir pour fournisseur une société X qui sera en même temps son client. C'est des situations qui arrivent et qui font que l'entreprise aura l'obligation d'enregistrer les achats et d'enregistrer les dettes de ces achats dans un compte fournisseur et d'enregistrer les ventes et les créances clients qui s'y rapportent dans un compte client et ne pas compenser le compte fournisseur et client ensemble. On aura besoin d'avoir chacun de ces comptes isolés. Cinquième principe, le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture. Ce principe impose que le bilan d'ouverture corresponde au bilan de clôture de l'exercice précédent. Il y a une continuité d'un bilan à l'autre. On fera attention puisque seul le bilan se reporte d'une année à l'autre, puisque le compte de résultat est remis à zéro d'une année, d'un exercice au suivant. Dans le cas où l'entreprise aurait oublié d'enregistrer ou de comptabiliser des charges ou des produits lors des exercices précédents, il faudra les prendre en considération dans le compte de résultat de l'exercice au cours duquel on s'aperçoit de cette erreur et il ne faudra surtout pas modifier les bilans antérieurs. Nous passons au sixième principe, le principe de prudence. Le principe de prudence induit que le patrimoine doit être évalué de manière prudente. Il faudra ainsi prendre en compte les possibilités de perte dès lors que celles-ci sont probables. Ainsi, une charge sera comptabilisée à partir du moment où elle est considérée comme probable et un produit n'est comptabilisé que s'il est certain. On arrive au septième principe, le principe de continuité d'exploitation. En application de ce principe, il est considéré que l'entreprise prévoit de poursuivre son activité dans un avenir proche sans avoir l'intention ou l'obligation de cesser l'exploitation ou de déposer le bilan. Le principe de continuité d'exploitation suppose donc un établissement des comptes annuels de l'entreprise dans une optique de continuité d'activité infinie. Si ce principe n'est pas respecté, l'entité est tenue de présenter ses comptes en valeur liquidative et de le mentionner en annexe. Cette information peut arriver entre la date de fin d'exercice et la date d'établissement des comptes. Si c'est le cas, eh bien, elle sera tenue de prendre en considération cette information ou cette situation qui remet en question la continuité de l'exploitation et donc de présenter les comptes en valeur liquidative. On peut donner pour exemple une boulangerie qui reçoit une régularisation de sa facture d'électricité entre la date de fin d'exercice, donc le 31 décembre de l'année N, et la date d'établissement des comptes, le 15 mai de l'année N+1. Cette régularisation de son relevé électrique entraîne une très forte augmentation de ses charges d'exploitation qui l'empêcherait, par exemple, de poursuivre l'activité. Ainsi, cette situation devra être prise en compte dans la présentation des comptes. Dans cette hypothèse, on suppose que l'augmentation est une augmentation, bien sûr, insoutenable pour l'entreprise, par exemple, x20 à x30 du prix de l'électricité. Huitième principe, le principe de prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique. Ce principe s'appelle aussi la prééminence du fond sur la forme. C'est un principe qui privilégie l'aspect économique de l'opération comptable au détriment de l'aspect juridique. Il est issu des IAS-IFRS et n'est pas totalement intégré dans la comptabilité française, puisque par exemple pour le crédit bail, nous restons dans le sens inverse malgré tout, c'est-à-dire que ici, le juridique l'emportera sur l'économique. C'est une situation exceptionnelle. C'est un principe qui n'a pas fini d'être intégré totalement à la comptabilité française. Neuvième principe, le principe de l'importance relative. Seules les informations utiles et pertinentes sont nécessaires à l'établissement des comptes. Ainsi, l'annexe va comporter toutes les informations significatives sur la situation patrimoniale et financière de l'entreprise. Ainsi, les informations seront hiérarchisées selon le seuil de signification et on pourra ajouter à l'annexe des informations en fonction de leur importance.